entre liberté et contrôle, trouver l'équilibre dans l'accompagnement des enfants. Moi, c'est un sujet qui me parle énormément parce que moi aussi, en tant que jeune professionnelle, j'ai eu du mal à me positionner, parfois trop laxiste, parfois trop autoritaire. Donc, j'ai vraiment beaucoup réfléchi à ma pratique et comment offrir le plus de liberté aux enfants. Donc, c'est de par mon expérience et aussi toutes mes recherches que j'ai pu nourrir cet atelier. Donc, en réalité, le mot cadre et le mot liberté ne s'opposent pas complètement. Le cadre, il va donner la sécurité et la liberté, elle permet d'explorer. Comme, je vais vous donner un exemple, quand on fait de la musique. Eh bien, quand on va apprendre la musique, on va apprendre le cadre. Donc, on va apprendre la partition, la mesure, le rythme, et ça va nous donner la structure pour arriver à bien jouer le morceau de musique. Et la liberté qu'on va s'autoriser en jouant, ça va être tout ce qui va être la créativité, l'improvisation et l'interprétation personnelle. Eh bien, sans cadre, la musique, elle devient du bruit. Et sans liberté, eh bien, elle devient quelque chose de trop mécanique, trop structuré. Donc, il faut avoir les deux pour créer cette harmonie. Et bien, c'est pareil quand on accompagne les enfants. Et on va du coup parler de tout ça pendant tout l'atelier. Comment créer cette harmonie pour offrir un maximum de liberté et de sécurité aux enfants. Donc, j'ai repris les besoins fondamentaux. Il y en a d'autres, les besoins physiologiques, le besoin d'autonomie, le besoin d'être respecté. Mais là, j'ai pris les deux qui nous intéressent le plus dans cet atelier. Donc, le premier, le besoin de sécurité, pour se sentir protégé et en confiance. Un enfant qui se sent protégé physiquement et affectivement, il va pouvoir petit à petit se détacher de l'adulte qui prend soin de lui et apprendre en sécurité. Il ne va pas vivre dans l'angoisse ou tout le temps collé à l'adulte. Un enfant qui n'a pas de sécurité, c'est qu'il n'a pas d'espace intérieur pour grandir. On le voit, les enfants qu'on accueille dans nos différents lieux d'accueil, quand ils ne sont pas en sécurité, en fait, c'est des enfants qui vont se mettre sur le côté avec leur petit doudou et qui ne vont pas vraiment être dans le mouvement. On va sentir qu'ils n'ont pas encore confiance en eux. Et c'est essentiel d'avoir cette sécurité pour pouvoir explorer. Qu'est-ce que c'est que le besoin d'explorer? L'enfant, il a besoin de découvrir le monde, et plus il va découvrir le monde, plus il va développer toutes ses compétences. Donc, ses compétences au niveau du langage, ses compétences au niveau de sa motricité, au niveau affectif, au niveau langagier, je crois que je l'ai déjà dit, au niveau cognitif, ses compétences de manière générale, jusqu'à avoir des compétences relationnelles pour aller interagir avec les autres. Donc, l'exploration, elle va nourrir tout ça. Elle va nourrir en premier sa curiosité. L'enfant, c'est un petit chercheur, et s'il peut explorer, il va découvrir ça, est-ce que ça rentre là-dedans, ça, à quoi ça sert. Donc, ça va développer sa curiosité. Ça va développer aussi son autonomie, parce qu'il va être capable de faire par lui-même. Donc, il va avoir envie de continuer à faire des choses par lui-même. Et ça va développer aussi sa créativité, parce qu'il va se dire, je suis capable de faire ça. Donc, il va dire, oh, regarde, je fais ça. Donc, ça va lui donner encore plus envie de créer des choses par lui-même. Donc, sans liberté d'explorer, l'enfant, malheureusement, il va rester dépendant de l'adulte. Donc, quelque part en insécurité. Et il ne va pas pouvoir s'épanouir et développer toutes ses compétences. Donc, la première chose, c'est de mettre l'enfant en sécurité. Une fois que l'enfant est en sécurité, lui permettre d'explorer. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Pour pouvoir mettre l'enfant en sécurité, il faut lui donner un espace d'exploration. On va voir ça avec le cadre. Donc, le cadre, pilier de la sécurité. Donc, vous l'avez bien mis, je suis contente de toute façon. Je me doute bien que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans cette mouvance de poser un cadre. Donc, le cadre, par définition, le cadre, c'est l'ensemble des règles, des limites. Ça aussi, je l'ai vu dans les définitions, posées par les adultes pour permettre à l'enfant de grandir en sécurité. Donc ça, c'est vraiment le mot essentiel. Ce n'est pas juste pour permettre à l'enfant de grandir, c'est en sécurité. Si on a un cadre qui est trop rigide, ça va étouffer l'enfant, ça va l'enfermer et ça va bloquer son autonomie, sa créativité, son libre arbitre. Et à l'inverse, si on est trop laxiste dans le cadre, eh bien, on laisse l'enfant sans repère. Et du coup, ça va créer des comportements qui vont être débordants et qui vont être insécurisants. Donc, pour poser un bon cadre, il faut réfléchir à ces règles. Les règles, ce sont des repères qui vont structurer l'enfant. Donc, elles sont indispensables pour donner un socle stable. Il ne faut pas voir les règles comme des contraintes. Il faut toujours réfléchir à ces règles.
quel est l'objectif d'une règle? On ne va pas proposer des règles parce que la collègue a fait ses règles ou parce que dans cette crèche, il y a ses règles ou parce que j'ai vu qu'au parc, elle disait tous ça. C'est non. Quand je mets une règle, je réfléchis à pourquoi j'ai mis cette règle. D'ailleurs, j'ai animé un atelier sur poser le cadre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas vous le trouverez en replay certainement sur YouTube pour vraiment positionner ces règles. En tout cas, les règles, quand on les positionne, elles ont plusieurs objectifs. La première, ça va être d'aider l'enfant à comprendre ce qui est attendu de lui. La deuxième, ça va être de structurer un peu notre quotidien pour pas que ça parte en freestyle toute la journée. Mais du coup, ça va permettre de faciliter la vie du groupe et de savoir comment on va s'organiser à chaque moment. Et la dernière, c'est que ça offre un espace de sécurité où l'enfant peut tester, construire, vivre, s'épanouir, tout en se sentant respecté et en respectant les autres. Et les erreurs qui sont fréquentes, donc c'est quand on dit trop souvent oui, l'enfant il est perdu ou il devient à l'inverse tout puissant. Ça on l'observe, vous accueillez certainement des enfants qui sont là-dedans. Et quand on dit non à tout va, et l'enfant se met à obéir, pas parce qu'il a compris, mais parce qu'il a peur. Et du coup, les enfants à qui on dit non tout le temps, eh bien, ils ne peuvent pas développer leur confiance en eux, ils ne peuvent pas développer leur esprit critique et ils ne réfléchissent plus. Et du coup, d'être dans quelque chose où on dit oui ou on dit non tout le temps, ça va détruire la qualité du lien parce que l'enfant ne peut pas faire confiance. Donc, il n'y a pas d'équilibre. Donc, l'enfant, pour bien grandir dans un cadre stable et sécuritaire, il a besoin de la clarté, de la constance. Et il a besoin de sentir qu'il y a aussi une marge de liberté. Mais une marge, pas une totale liberté. Un enfant qui est avec une professionnelle qui le laisse tout faire ou au contraire qui lui donne trop de règles, en fait, c'est un enfant qui va être souvent dans l'hypervigilance, à observer l'adulte de qu'est-ce qu'il va dire à quel moment. Parce qu'en fait, quelqu'un qui est trop dans la liberté, l'enfant va se mettre en danger et au bout d'un moment, la personne peut exploser. Ou à l'inverse, la personne qui est très rigide, eh bien, ils savent qu'à tout moment, elle peut exploser. Donc, en fait, ça fait des enfants qui sont insécurisés des deux côtés. On va parler maintenant de la liberté. Le pilier de l'autonomie. Bon, pour laisser de la liberté, sans danger, il est essentiel de bien réfléchir à sa posture, sa pratique. Donc là, je vais vous proposer qu'on parle de 3 choses différentes. Donc, l'aménagement de l'espace, l'observation des enfants et la façon dont on communique, dont on les valorise. Ça va vraiment avoir un impact sur leur liberté et leur pouvoir d'action. Donc déjà, l'aménagement de l'espace. Réfléchir à un aménagement où l'enfant va pouvoir se sentir au maximum libre. Donc, adapter, tester, réaménager. Si vous sentez qu'il y a des espaces chez vous où ça ne peut pas être dégagé, où il y a des petits coins où l'enfant peut se cacher et que vous n'arrivez pas du coup à voir ce qui se passe dans ces petits recoins, proposer des objets qui sont solides. Je pense quand on a des meubles à roulettes, en fait, si on ne peut pas bloquer les roulettes, en fait, ça peut être dangereux parce qu'un enfant peut pousser et puis écraser les mains d'un autre enfant. Donc, réfléchir à votre aménagement et tout ce que vous proposez comme outils, les jouets, les meubles, pour que l'enfant puisse se déplacer le plus librement possible. Si vous êtes toujours obligé d'intervenir parce qu'il y a un coin où c'est dangereux ou qu'il y a une étagère qui peut tomber, c'est que votre aménagement, il ne permet pas cette structure. Donc, revoyez tout ça. Le deuxième point, c'est l'observation. Être dans l'observation, mais sans surcontrôler. Donc, c'est être là, mais essayer de ne pas être trop intrusif dans les déplacements, dans les découvertes de l'enfant. Par exemple, vous êtes assise et les enfants sont en train de jouer à la dinette. Eh bien, si vous êtes tout le temps en train d'intervenir, vous gâchez un petit peu la liberté d'exploration. Si vous dites « Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me prépares un petit café? Oh, c'est gentil, tu me l'amènes. Oh, je peux avoir un petit gâteau. » Donc là, on est dans l'interaction, mais si l'enfant il était avec sa tasse, mais qu'il voulait faire du transvasement ou qu'il était en train d'essayer de les ranger, et en fait, ça l'empêche de faire ce qu'il avait prévu de faire. Ou si vous lui dites « Ah, tiens, je vois que Noémie, elle est toute seule là-bas, tu lui emmènerais pas une petite assiette ou sinon tu vas la chercher et tu lui proposes. » En fait, là, on est dans le contrôle. Parce que c'est nous qui proposons aux enfants de se mettre ici, comme si c'était un petit peu des petits pions et qu'ils étaient des objets et pas le sujet de leur jeu. Donc,
rappelez-vous que l'adulte, c'est un filet de sécurité, pas un frein. On n'est pas là pour freiner l'enfant dans ses explorations. On est là pour observer. Bien sûr qu'on peut quand même intervenir, hein. Je ne vous dis pas de ne plus parler aux enfants, mais essayez de voir quand ils sont dans des moments de jeu libre et de liberté, de quelle manière vous vous positionnez et est-ce que vous n'êtes pas en train de freiner leur exploration. L'adulte, c'est un phare. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, c'est Anne-Marie Fontaine qui travaille beaucoup sur l'aménagement de l'espace, qui parle de l'adulte qui est assis, présent, disponible, qui est un phare éclairant et qui permet aux enfants de se sentir en sécurité. Quand ils ont besoin, ils vont vers l'adulte référent qui est là, disponible. Et quand on se met à interagir beaucoup, à être dans le contrôle avec les enfants, on est plutôt un phare clignotant. Parce qu'en fait, on focalise sur cet enfant-là et du coup, on va beaucoup parler à cet enfant, lui donner des règles, lui expliquer comment faire, mais on voit plus ce qui se passe autour. Et du coup, pour les autres enfants, ça peut être aussi insécurisant. Et du coup, le dernier point que je voulais vous parler, c'est la communication, le fait d'encourager les enfants. Ça va permettre de développer leur autonomie. Comment? En fait, encourager, on va essayer de tout encourager, de tout valoriser, les essais comme les erreurs. On va valoriser tout ce que fait l'enfant dans ses efforts, dans sa curiosité. Par exemple, un enfant au repas qui, pour la première fois, a accepté de garder des petites carottes dans son assiette. Ah, je vois que tu as gardé les carottes tout le repas. Bravo! Et c'est vrai que tu avais peur qu'elles se mélangent à ton poisson, mais tu as vu, tu as réussi à manger le poisson et tu as laissé les carottes. Vous voyez, même s'il n'a pas touché les carottes, il les a gardées dans l'assiette, donc on valorise. On ne ramasse pas en disant, oh, comme d'habitude, tu n'as pas touché les carottes. Non, on valorise l'effort, on encourage. Oh, tu as été tout seul aujourd'hui dans le dortoir. Super, tu as essayé. Alors, si vous faites de la motricité, vous voyez qu'un enfant, il passe sa petite tête dans le tunnel, mais qui ressort. Souvent, on a tendance à dire, allez, mais vas-y. Alors qu'on peut juste déjà encourager ce geste. Je vois que tu as essayé de passer ta tête et même tes épaules. Waouh, super courageux. Bravo. C'est la première fois que tu le fais. Ça va vraiment encourager l'enfant à persévérer et recommencer. On ne valorise pas que le résultat. Ça permet à l'enfant de devenir plus persévérant et ça va créer sa motivation. Donc, ça va lui donner l'avantage de liberté. Et le dernier point sur la liberté que je voulais aborder avec vous, c'est la liberté encadrée. Donc, la liberté encadrée, c'est une zone de liberté dans un cadre défini. Dans un cadre où l'enfant va pouvoir choisir des options qui vont être adaptées à son âge, à sa sécurité, à ses capacités, mais ces options vont être définies par l'adulte. Donc, je vous donne des exemples. Par exemple, tu peux choisir le livre parmi ceux qui sont posés sur l'étagère. Vous voyez, l'enfant a un choix, mais limité. Aujourd'hui, tu préfères pour le repas avoir le bavoir coccinelle, lapin ou ours? Tu veux venir changer ta couche avec moi? Est-ce que tu préfères marcher ou que je te prenne dans les bras? La finalité sera la même, mais l'enfant a le choix. Tu peux aller jouer au petit jardin dehors. Par contre, tu restes devant, sur la terrasse comme d'habitude. Vous voyez, la liberté encadrée, c'est comme si on mettait l'enfant dans un parc de jeux qui est structuré. L'enfant, il peut grimper, sauter, courir, inventer, vivre, s'éclater, mais dans un espace qui est pensé où il y a de la sécurité. Et je vais vous montrer ça avec une feuille A4. Donc, c'est vraiment comment on explique le cadre et la liberté. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourrez vous refaire. Je me dis quand vous accueillez des parents pour leur expliquer un petit peu comment vous voyez le cadre et la liberté. Donc cette feuille, est-ce que tout le monde voit bien la feuille? Je vais regarder parce que oui, vous voyez, c'est une feuille A4 classique. Hop. Donc cette feuille, c'est l'espace dans lequel l'enfant va évoluer. Donc elle représente le cadre que nous, adultes, on pose à l'enfant. Donc, sans feuille, sans cadre, l'enfant, il est perdu, il ne sait pas ce qu'il doit faire, ce qu'il peut faire. Il n'y a pas de repère. Donc, les bords de la feuille, ce sont les limites, toutes les limites qu'on va poser. Et les quatre coins, ils vont symboliser les règles essentielles. Donc, c'est à vous de choisir quelles sont les règles essentielles, vos valeurs. La sécurité, le respect, le vivre ensemble, l'accueil des émotions. À vous de vraiment choisir les coins qui vous paraissent le plus importants. Du coup, là, le long, tout le long de la bordure, ça va être les règles.
et les limites. Donc, par exemple, ça peut être interdit de faire mal aux autres. On se lave les mains quand on passe à table. À table, quand on ne veut plus manger, eh bien, on débarrasse son petit plateau. Quand on est en voiture, eh ben, on attache sa ceinture de sécurité. Quand on est au parc, on attend son tour pour le toboggan, ainsi de suite. Et à l'intérieur de la feuille, c'est la liberté. Donc, c'est toute la zone d'exploration de l'enfant, où il va développer son autonomie, il va créer, il va sauter, il va dessiner, il va s'amuser. Imaginons si on enlève les bords. Donc, s'il n'y a pas de limite, ben, l'enfant, il peut aller de partout et en fait faire ce qui lui chante. Et du coup, c'est l'insécurité, c'est la confusion. L'enfant ne sait plus à quel moment il doit faire quoi. Et si à l'inverse, on rétrécit la feuille et qu'on met plus de règles et de limites. Interdit de rire à table. Pas le droit de pleurer quand on rentre dans le dortoir. On reste assis quand on joue au Lego. On n'a pas le droit, vous voyez l'idée. Donc, plus on va mettre des règles, plus l'enfant va se sentir coincé, étouffé et sans espace pour s'exprimer. Vous voyez la liberté comme elle est réduite? Donc, l'équilibre à proposer à l'enfant, c'est une feuille claire avec des bordures qui sont réfléchies avec les valeurs principales, toutes les règles qui sont réfléchies et qui sont exprimées clairement et simplement et adaptées au vocabulaire et à la compréhension de l'enfant. Alors, maintenant, on va aller voir, malgré qu'on pose un cadre et qu'on ait bien réfléchi à sa posture, ça arrive que par moment, on soit dans le contrôle ou qu'on soit à l'inverse trop laxiste. Et on peut être la majorité du temps dans le contrôle et avoir quelquefois un peu de laxisme ou l'inverse. Je pense par exemple à des professionnels qui vont laisser beaucoup de liberté aux enfants, mais au moment du repas, qui sont très carrés parce qu'en fait, pour elles, le repas, c'est pas un moment où on rigole. Donc en fait, vous allez pouvoir vous retrouver peut-être dans les deux cas. Donc on va commencer par le contrôle. Pourquoi on a tendance à être dans le contrôle avec les enfants? Donc, la première chose, c'est parce qu'on veut les protéger. On veut éviter que l'enfant se mette en danger ou qu'il ait un sentiment d'échec. On veut trop anticiper pour que l'enfant il soit tout le temps bien. Mais du coup, d'être dans le contrôle, ça nous donne l'illusion qu'on va prévenir tous les problèmes et qu'on va assurer une sécurité affective et que l'enfant va toujours se sentir bien. Alors que non, on ne peut pas être dans cette maîtrise. Mais c'est vraiment une illusion de protéger. On peut avoir aussi peur du jugement, craindre le regard des autres. Donc ça, c'est quand on n'a malheureusement pas pu développer notre confiance en nous, notre confiance relationnelle. Et bien, on va tout le temps être en vigilance de qu'est-ce que pensent les autres de moi. Donc si on travaille, alors ça peut être aussi bien en structure qu'en tant qu'assistante maternelle, hein, quand on va au relais, quand on est au parc, eh bien, en fait, on peut avoir peur de qu'est-ce que vont dire les autres professionnels, qu'est-ce que vont dire les parents. Oh là là, vous avez vu, cet enfant ne la respecte pas, il est tout puissant, il n'écoute rien, il ne lui obéit pas, elle ne sait pas du tout y faire avec les enfants. Toutes ces petites phrases-là qu'on a peur d'entendre, eh bien, on se dit qu'en contrôlant, on va montrer aux autres qu'on sait gérer l'enfant. Mais en fait, on ne sait pas du tout gérer l'enfant quand on contrôle. C'est juste qu'on montre qu'on le domine et que nous, on est dans notre toute puissance et que l'enfant, il n'a pas de liberté. Ça peut être aussi le modèle éducatif. Malheureusement, même si on ne veut surtout pas, eh bien, on reproduit ce qu'on a vécu. Si on grandit, par exemple, avec un cadre assez autoritaire, eh bien, même si on essaye de ne pas le reproduire, eh bien, on l'adopte. On va adopter ce fonctionnement quand on est sous stress ou fatigué. D'ailleurs, on se le dit des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Oh, on dirait ma mère ou on dirait mon père. Et on se déteste à ce moment-là parce qu'on s'est dit, moi, je voudrais faire tout l'inverse de ce que j'ai reçu. Et en fait, quand on est sous stress ou fatigué, eh bien, on n'est plus en capacité de réfléchir. Notre cerveau est embué, on n'a plus accès à notre cortex préfrontal. Et du coup, on est dans des automatismes. Donc, on n'est plus dans des réflexions. Et malheureusement, si quand on était petit, on a vécu beaucoup de stress, eh bien, en fait, c'est ça qui va se passer à l'âge adulte. Moi, je vous donne un exemple, ça a été compliqué pour moi. Moi, j'ai testé toutes les méthodes, hein, laxiste, autoritaire, et après plus dans l'écoute et la bienveillance. Et moi, quand j'ai commencé à travailler dans la petite enfance, j'avais 19 ans, et du coup, j'étais partie sur moi, je vais les laisser avec beaucoup de liberté, les enfants.
Mais du coup, ce qui se passait, c'est que j'étais incapable de gérer un dortoir de 15 enfants de 2 ans qui devaient tous s'endormir en même temps. Donc, j'allais toujours chercher ma collègue. Donc, je me rendais bien compte que c'était très difficile d'être dans cette posture où je les laisse un peu faire ce qu'ils veulent. Et du coup, j'ai basculé dans l'autoritarisme, où je regardais les enfants et je leur faisais peur avec un regard parce que je m'énervais, parce que je les menaçais. Et du coup, en rentrant chez moi, après ces quelques temps où j'ai tenté l'autoritarisme, je me sentais pas du tout alignée avec la professionnelle que j'étais devenue. Même au contraire, j'appréhendais d'aller au travail parce que je ne me reconnaissais pas. Et du coup, c'est là où j'ai vraiment travaillé sur ma posture, me remettre en question, en lisant des choses, en regardant des conférences, vraiment en développant ma posture et mon identité professionnelle. Donc ça, c'est vraiment essentiel quand vous sentez que vous avez pas eu des bons repères et des bons modèles dans votre enfance, de travailler sur votre représentation aujourd'hui adulte et de libérer un petit peu tout ça. On peut avoir aussi la croyance que pour bien éduquer, il faut contrôler. On associe par erreur l'autorité à la bonne éducation. Donc ça, c'est souvent l'héritage aussi familial, hein, du transgénérationnel, parce qu'avant, on croyait que pour apprendre, il fallait faire peur, hein. Le maître, il mettait au coin, il tapait sur les doigts, il mettait le bonnet d'âne. Donc ça, je vous parle plus de vos grands-parents ou de vos parents, hein, tout dépend de votre âge. Mais du coup, on a eu cette croyance. Donc, en fait, ces personnes, quand elles ont toujours cette croyance, eh ben, en fait, elles vivent dans la peur. Si on donne trop de liberté à l'enfant, eh bien, il va devenir irrespectueux, il va être désordonné et il va devenir un enfant roi. Mais comme je vous l'ai montré, hein, quand on donne peu de liberté, ben, en fait, juste l'enfant est contraint. Ça permet aussi à l'enfant, pour certaines personnes, hein, d'imaginer qu'il va être en sécurité physique. Si on est dans le contrôle et qu'on est toujours derrière lui, attention, monte pas là, fais attention à ça. On en voit, hein, des personnes, moi qui étais assistante parentale à un moment quand j'allais au parc, bon, je laissais beaucoup de liberté, je jouais avec tous les enfants, et puis j'en voyais qui étaient tout le temps derrière l'enfant, à tout le temps lui donner le cadre, parce qu'ils avaient très, très, très peur que l'enfant se fasse mal. J'avais animé un atelier sur la pédagogie Picler, donc c'est sur tout ce qui est motricité libre. Et en fait, Amy Pickler, elle a fait vraiment des recherches, c'est parce qu'elle recevait beaucoup de parents en consultation, et elle a vu que les enfants qui étaient laissés le plus libres dans leur motricité développaient leur coordination, la conscience de leur schéma corporel, et c'était des enfants qui se faisaient moins mal que des enfants qui étaient surprotégés. Donc, c'est encore une croyance qu'en contrôlant l'enfant, dans ses mouvements, eh bien, il va être plus en sécurité physique. Et enfin, le contrôle vient aussi du stress et de la fatigue. Quand on est débordé, on n'a plus de patience, hein, ça c'est indéniable. Du coup, on n'arrive plus à accueillir les émotions, les besoins de l'enfant. Et du coup, contrôler, c'est un raccourci où on lui dit fais comme ça, fais comme je te dis, parce qu'on sait que là, la coupe est pleine et que si l'enfant il déborde, nous aussi on va déborder. Donc ça, quand on voit qu'on a une tendance à être un peu dans le contrôle d'une manière ou d'une autre, c'est essentiel de travailler sur soi, de travailler sur son stress, ses propres représentations. C'est nécessaire pour améliorer ses compétences professionnelles. Parce que l'objectif, ne l'oublions pas, c'est d'offrir un cadre qui va être clair avec de la souplesse. Donc, si vous voyez que vous avez du mal à être souple, c'est peut-être aller un petit peu travailler sur tout ça. Et à l'inverse, le laxisme. Alors, je prends juste une petite goutte d'eau. Alors, pourquoi on a tendance parfois à être laxiste? La première chose, ça peut être le peur du conflit. Certaines personnes, elles redoutent les pleurs, les crises, les colères. Donc, de ne pas mettre de cadre, ça achète la paix. On cède plus facilement et on évite d'imposer des règles. Donc, on se dit que ça va être plus simple si on ne met pas de cadre et si il n'y aura pas de conflit. Alors que souvent, c'est l'inverse parce que justement, l'enfant, il va être en insécurité, donc il va être davantage dans le test du cadre et du coup, au bout d'un moment, ça va créer des conflits parce que l'enfant va vraiment se mettre en danger. Ça, je vous ai mis une petite tornade. Je trouvais que ça allait bien avec le fait de laisser les enfants en totale liberté. Ce qui peut nous amener aussi à être laxiste, c'est le désir d'être aimé. Et oui, on peut avoir peur que si on pose des limites, on peut se sentir rejeté ou détesté par l'enfant. Ça, c'est une croyance. On n'a jamais réussi, peut-être nous, dans notre propre famille ou dans notre place dans notre fratrie,
à poser ses limites. Donc, être toujours dans faire attention aux autres, prendre soin des autres, et que si on dit non, eh bien, on a peur de ne pas être aimé. Donc, on va s'enfermer un peu dans un rôle de la gentille professionnelle qui est serviable et qui veut toujours garder une relation douce et du coup qui n'ose pas poser un cadre. Donc ça, en général, quand on a du mal avec les enfants, on a aussi du mal avec les adultes. Donc ça peut être aussi très compliqué d'avoir des parents employeurs ou de travailler en équipe. Il y a notre propre histoire, donc comme pour le contrôle, hein, on peut s'être dit, suite à malheureusement une enfance difficile, moi, je vais jamais mettre de limite à un enfant parce que je ne veux pas qu'un enfant il subisse ce que moi j'ai vécu. Donc en fait, c'est-à-dire que là, la personne, elle est plus dans sa toute puissance d'adulte, elle est justement enfermée dans son passé parce qu'elle se dit que son passé, ça a un vrai impact aujourd'hui sur son présent, elle n'est pas vraiment en paix. Un adulte qui est en paix et qui est apaisé avec ses démons et avec tout ce qu'il a pu vivre, eh bien, il va poser un cadre et il va réfléchir vraiment à son cadre pour les enfants. Donc, quand on se dit, je ne veux pas que les enfants subissent tout ce que j'ai subi, ils ne le subiront pas de toute manière, parce que les enfants ne sont pas confiés aux personnes qui vous ont élevés. C'est juste de réfléchir de aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je peux offrir aux enfants. Il peut y avoir aussi un manque de repères éducatifs. Donc ça, moi, j'ai beaucoup de parents que j'accompagne en coaching qui sont dans cette situation et ils ne savent pas comment poser le cadre. En fait, ils ne veulent pas reproduire leur histoire, mais ils n'ont pas un autre modèle. Du coup, ils lisent des livres, mais ils sont parfois un peu perdus. Et du coup, ils doutent. Et pour éviter de trancher, eh bien, ils laissent faire, ils disent oui. Moi, je dis toujours, il faut mieux ne pas dire oui ou non à un enfant quand on ne sait pas et de dire je prends le temps de réfléchir. Je te dirai dans quelques minutes, mais je prends quelques minutes pour réfléchir parce que c'est quelque chose que je n'avais pas encore anticipé. Et c'est OK, on est des humains. Hein, et ça apprend aux enfants aussi la patience. On ne peut pas avoir réponse à tout à la seconde où il se passe quelque chose. Le manque d'énergie, donc comme pareil pour le contrôle, la fatigue, mettre un cadre, c'est épuisant. Il faut répéter, répéter, répéter. Ça demande une constance, être toujours dans la même disposition, énergie, empathie, bienveillance. Donc, quand on est épuisé, eh bien, en fait, c'est souvent plus simple de dire oui et de laisser faire l'enfant. Et on peut avoir aussi des croyances erronées. Parfois, les adultes, ils pensent que l'enfant, il peut grandir et être capable de faire ses choix par lui-même. Donc, de laisser l'enfant complètement libre. Alors, il y a un certain âge où on peut, bien sûr, commencer à laisser plus de liberté, mais quand on est avec des petits, c'est plus les mettre en insécurité. Si par exemple, on se dit, oh, non, ils apprendront tout seuls. Par exemple, des enfants se disputent, on se dit, oh, c'est bon, ils vont bien apprendre. Hein. Si quelqu'un le mord, il verra bien que ça fait mal. Laissons-les faire leurs expériences. De toute façon, ils ne vont pas se laisser mourir de faim. En fait, là, ces personnes, quand elles se disent ça, c'est qu'elles confondent liberté et absence de cadre. Donc, le laxisme, comme le contrôle, ça part souvent d'une intention qui est positive parce qu'on veut éviter la souffrance, on veut préserver la relation, éviter le conflit, mais ça finit toujours par créer de l'insécurité, de l'instabilité pour les enfants. Donc maintenant, on va voir quel rôle adopter en tant qu'adulte. Alors, le rôle de l'adulte, c'est d'être à la fois un phare et des ailes. Donc, le phare, on en a déjà parlé avec le côté être disponible et éclairant, donc être un repère. L'adulte, il n'est pas là pour dicter le chemin que l'enfant doit adopter, mais il est plus là comme un guide. En fait, il ne doit pas dire exactement ce qu'il faut faire, mais il doit guider l'enfant, comme si l'enfant c'était un petit bateau, donc à naviguer en sécurité sans se perdre. L'enfant, il sait que s'il n'est pas dans le regard du phare, il est perdu, il peut être en danger, mais s'il est dans l'espace où il y a le phare, en fait, il va avancer plus sereinement, tranquillement. Donc, c'est vraiment un repère, l'adulte. Les ailes. Les ailes, c'est l'enfant va pouvoir tester et prendre son envol, hein, comme on dit, avec de la liberté. Donc, si l'enfant, il sent qu'au sol, autour de lui, c'est solide, donc il est en sécurité physique et affective, les adultes le prennent en compte, s'il y a un problème, ils seront là pour l'accompagner, l'accueillir, réceptionner ses émotions, eh bien, en fait, l'enfant va pouvoir s'envoler et il va pouvoir aller plus haut et plus loin. On dit, hein, quand l'enfant a assez bu, enfin pas quand l'enfant, mais quand l'oiseau a assez bu à sa source, il peut s'en éloigner. Eh bien, c'est pareil pour l'enfant. Il va pouvoir prendre des ailes
parce qu'il se sent assez en confiance. Il a nourri sa confiance en lui. Donc là, je vous ai mis cette image de quelqu'un qui marche sur un fil avec une perche. Donc, ça, c'est vraiment pour l'adulte, il doit trouver l'équilibre. Si il est trop d'un côté, donc il est trop laxiste, ou si à l'inverse, il est trop autoritaire, eh bien, en fait, il va se déséquilibrer et de n'importe quel point, il va tomber. Donc, l'équilibre, il se trouve dans la juste distance éducative. Et du coup, c'est ce qu'on va voir juste maintenant, comment adopter cette juste distance éducative. Donc, la juste distance, c'est d'être disponible et présent. Donc, c'est ni dans la fusion, ni tout le temps être après l'enfant, ni dans l'abandon. Donc, c'est être là sans être envahissant ou absent, mais montrer une disponibilité. Donc ça, c'est vraiment compliqué parce qu'on ne peut pas être disponible H24 toute la journée. Il y aura des petits moments où vous aurez besoin de prendre soin de vous. Et bien, vous le dites à l'enfant. Là, pendant 5 minutes, je ne vais pas raconter d'histoire, je ne vais pas jouer. J'ai juste besoin d'un petit moment de tranquillité. À vous aussi d'offrir ces moments-là, quand vous mettez une petite musique douce, les enfants s'allongent. Essayez de trouver dans votre emploi du temps des moments aussi pour vous. Et j'avais animé aussi des ateliers sur prendre soin de soi, éviter le burn-out. Entre midi et deux, pendant notre pause, on essaye vraiment de se centrer sur soi, mais pas forcément d'aller passer des coups de fil, de préparer des activités. Non, on essaye de respirer, regarder une série, bouquiner, mais on n'est plus forcément disponible aux autres et à penser aux autres. Parce que sinon, dans la journée, le réservoir sera vide et il y aura un moment donné où on va basculer soit dans le contrôle, soit dans le laxisme. Poser un cadre qui est clair, donc ça veut dire qui est réfléchi en amont, qui est simple à comprendre pour les enfants, qui est compréhensible, pas avec du vocabulaire, pas avec des phrases à rallonge, et qui est constant. Donc la constance, c'est vraiment la clé. C'est pas le lundi c'est oui, le mardi c'est non. C'est tous les jours, c'est la même règle. Et si ça peut arriver que exceptionnellement, c'est plus la même règle, donc par exemple vous faites un parcours moteur et que vous utilisez le petit banc et que normalement ils n'ont pas le droit de se mettre debout sur le petit banc, eh bien là, vous dites exceptionnellement, j'ai pris le petit banc de la dinette et on va pouvoir monter dessus. Mais c'est exceptionnel. Donc, on nomme bien le caractère exceptionnel et on le souligne. Liberté encadrée. Donc, ça, je vous l'ai déjà expliqué, mais je refais. Donc, c'est laisser de la place pour que l'enfant soit autonome, mais avec des choix. Donc, vraiment, il y a un périmètre de sécurité. Il sait où il peut aller. Là, comme dans cette image, la personne, elle sait où elle peut avancer. Vous allez au parc. Si c'est un parc que vous ne connaissez pas, eh bien, quand on arrive au parc, au lieu de laisser les enfants aller jouer, on va leur dire, là, tu peux aller jouer jusqu'au tourniquet et jusqu'à l'arbre. Et du coup, vous leur montrez quelle est la liberté acceptée. On accueille les émotions. On valide les émotions, mais on pose quand même les limites. Ce n'est pas parce qu'un enfant a été agressé par un autre qu'en accueillant l'émotion, on se dit que c'est OK. Non, on accueille. Je vois que tu as été frustré, je vois que tu as été triste, je comprends, c'est normal par rapport à ce qui vient de se passer. Mais on explique, mais ça, c'est interdit. Ce sera toujours interdit de tirer les cheveux ou de prendre le jeu des mains. Ça, je ne peux pas accepter. Donc, on va essayer de trouver une solution ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment tu peux demander? Si tu n'arrives pas à demander, tu peux venir me chercher. On peut essayer de trouver un autre jeu ensemble. Mais on accueille et on montre que le cadre, il est posé et que ce sera toujours comme ça. On est un guide. On offre un repère stable, cohérent. On n'est pas un copain. On n'est pas un camarade de jeu. Par moment, on peut être un camarade de jeu quand on s'amuse avec les enfants, qu'on leur court après, qu'on chatouille. On les chatouille, mais si à un moment, il y a un enfant qui pleure et on arrête le jeu, et là, on se dit, attendez, stop. Non, là, j'ai besoin de redonner le cadre. Voilà, on peut par moment, mais la plupart du temps, on est le guide. Et on n'est ni un copain, ni un chef. On ne passe pas notre temps à dire, tu fais ci, tu fais ça. Malheureusement, moi, j'en voyais des professionnels qui étaient que là-dedans. En fait, c'était limite, elles étaient sécurisées si elles étaient dans ce rôle de dominant, de chef. Et le dernier point, pour être dans une juste distance, c'est d'écouter et d'ajuster. On observe l'enfant, on s'adapte en fonction de ses besoins et de ses capacités du moment. Un enfant, il est en constante évolution, donc il faut que nous, en tant que professionnels, on soit dans un équilibre qui soit assez mouvant. Donc, on s'ajuste. Aujourd'hui, je t'ai mis le plan A en place, mais demain, peut-être que pour le repas, il faudra mettre le plan B ou le plan C. Pour le dortoir, on pourra voir pour faire ci, ça, ça. Donc, toujours s'ajuster pour justement ne pas tomber dans l'autoritarisme.
Tu dois finir ton assiette, rester droit, pas de discussion. Eh bien, l'effet, c'est que l'enfant va sentir une pression. Il va être frustré s'il n'a pas faim ou s'il n'aime pas, il ne va pas pouvoir l'exprimer. Et la conséquence, souvent, les enfants vont refuser de manger, sentiment d'impuissance. Et du coup, ça peut créer aussi des conflits. L'enfant, il ne va pas se rendre compte de son sentiment de satiété s'il doit finir son assiette. Et le moment du repas n'est plus un moment de plaisir et de partage. Un cadre trop laxiste, mange si tu veux, quand tu veux, où tu veux. Bon, je suis allée un peu aussi large, où tu veux. En même temps, ça m'est déjà arrivé. Une fois, on avait organisé un pique-nique. Du coup, on avait symbolisé les places avec des petites nappes dans la cour. Et du coup, on avait demandé aux enfants de s'installer. Et puis, il y en avait un qui s'était mis un petit peu plus loin. Et là, ma collègue me dit, oh, c'est bon, laisse-le. Non, en fait, je ne vais pas le laisser manger là-bas. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si lui mange là-bas, lui va vouloir manger là vers l'escalier, lui là. Et du coup, ça va tout désorganiser. Du coup, moi, je passe pour la relou qui veut être cohérente dans le cadre qu'on a fixé. Mais ce n'est pas grave. En fait, ça va être bénéfique pour les enfants. Parce qu'en fait, si on leur dit, fais ce que tu veux, mange où tu veux, et bien en fait, ça n'a pas de repère. Donc, l'enfant n'a pas de repère. Il peut être dans déséquilibre alimentaire parce que s'il est un peu loin, on ne voit pas ce qu'il mange. Il peut du coup avoir faim parce qu'en fait, il va se nourrir que de choses qui sont grasses et qui ne sont pas nutritives pour lui. Les conséquences, ça crée de l'insécurité, de la confusion pour l'enfant et risque de désorganisation du repas collectif. Donc, la juste posture à adopter. On mange tous ensemble, mais tu peux choisir la quantité et l'ordre. Si tu veux commencer par le fromage, tu peux. Du coup, ça amène sécurité, autonomie et le repas est plus harmonieux avec le respect du rythme de chacun. Et maintenant, le temps calme, le temps lecture. Donc, quand on propose un petit temps calme, si on est rigide, c'est tout le monde s'assoit immobile et on écoute jusqu'au bout. Donc, le problème, c'est que certains peuvent décrocher parce que ils sont un peu fatigués ou ils n'ont pas envie ou ils connaissent déjà l'histoire par cœur, donc ça les agace. Donc, ça peut créer des tensions, perte de plaisir et risque d'opposition. S'ils doivent rester immobiles alors que l'histoire, on leur a raconté toute la semaine, ça peut être un peu compliqué. Si le cadre est trop laxiste, l'histoire est racontée, mais chacun fait ce qu'il veut. En fait, les enfants se dispersent, il y a du bruit, il n'y a pas d'attention. Du coup, l'enfant perd le sens de l'histoire, les enfants vivent mal le rituel et c'est chaos possible. Donc, comment faire ? Quand on propose une lecture, on dit « Venez tous vous asseoir, c'est l'heure de la lecture collective. Vous pouvez vous asseoir comme vous voulez, juste regarder les images. Et si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de regarder l'histoire, vous pouvez prendre un petit livre ou prendre votre petit doudou ou votre tétine pour vous allonger à côté. » Comme ça, l'attention est respectée, le rythme individuel est pris en compte. On a aussi un moment de calme collectif et le moment de la lecture est agréable et sécurisé. Et je finirai avec cette petite métaphore du jardinier. Donc, un enfant, c'est comme une petite plante. Donc, un enfant, il a besoin d'un cadre. Donc, en tant que jardinier, on va mettre un petit tuteur autour de la plante pour qu'il puisse grandir droit, mais sans se casser. Si on est trop dans le contrôle, en fait, si on est trop dans le contrôle, c'est comme si on tirait sur la plante pour qu'elle pousse plus vite, ou à l'inverse, qu'on l'enferme dans un pot qui est trop étroit. Ça bloque sa croissance. Et si on a tendance à être trop laxiste, on va laisser la plante un peu faire ce qu'elle veut. Donc, on va la laisser sans eau, sans lumière, sans protection. Elle est laissée à elle-même, donc elle va pousser de travers, se dessécher et peut-être mourir. Donc là, je vais un peu loin, un enfant, on ne va pas le laisser comme ça, mais bon, encore malheureusement, ça arrive. Donc, ce qu'il faut pour un enfant, c'est un cadre qui va être solide et en même temps souple, avec de l'eau, du soleil, de l'espace, de la liberté. Du coup, le cadre, c'est une boussole qui oriente l'enfant, pas une cage qui l'enferme. Donc, une boussole, ça indique la direction à prendre. C'est stable. On sait, l'enfant, il va savoir où est le nord, où est le sud, quelles sont les limites à ne pas dépasser. Alors qu'une cage, ça empêche le mouvement. Donc, votre rôle en tant que pro, c'est de guider les enfants sans les emprisonner.